Voilà. Alors, dans la paracha de Vaïchi, après que Yosef ait béni ses enfants, enfin, c'est tout à fait faux, j'efface tout. Après qu'Yaakov ait béni Ephraim et Menaché, Vani natati lecha Shrem achad al achecha asher lakarti miyad ha'emori becharbi ou bekashti. Et moi je te donne Shrem achad, littéralement une part, al achecha en plus de tes frères, que j'ai pris des mains de l'Émori par mon épée et mon arc. Rachidi, Vani natati lecha, le fi shata toreach, le yitasek bikvurati, vegam ani natati lecha nachala shetikaver ba, ve'izo zu Shrem, shenemar, vet atzmot Yosef asher elu mimitzrayim, kavru b'Shrem. Je te donne une part. Pourquoi? Puisque toi, tu te donnes la peine de t'occuper de mon enterrement, c'est Yaakov qui s'adresse à Yosef. Gamani natati lecha, moi également, je t'ai donné nachala shetika verba, une part pour que tu y sois enterré. Ve'ezo zu Shrem, c'est Shrem, l'endroit de Shrem. C'est l'endroit où tu seras enterré, comme on voit, Ve'et atzmot Yosef asher elu mitzrayim, kavru b'Shrem. Alors, sortis d'Égypte, ils ont enterré les ossements de Yosef à Shrem. C'est comme si on a remis les choses à leur place, c'est-à-dire que les frères avaient vendu Yosef à Shrem, et maintenant, c'est un juste retour des choses, on ramène Yosef à Shrem. On efface cette paracha douloureuse de l'histoire. Shrem achad alachecha. Shrem achad alachecha, c'est un peu difficile à traduire. Rashi donne un pshat. Shrem mamash. Il s'agit de la ville de Shrem, véritablement. Shrem. Je te donne Shrem. Hi tiye lecha chelek echad yetera alachecha, qui sera pour toi une part supplémentaire par rapport à tes frères. Ouais, ça veut dire comme si Rashi lisait, et voici que je te donne Shrem, la ville de Shrem, achad alachecha, quelque chose de plus que tes frères. D'accord? Un petit peu difficile, parce que qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Un achad alachecha. C'est un peu, qu'est-ce qu'on veut par là? Alors le Yonatan ben Uziel traduit Va'ana hayavit lach yatkach chad de Shrem chulak chat le matana yatir al achach di nesevit midehon de morai beidan di altun le gava vekamit veseyit. J'arrive pas à lire avec ces lunettes, ils doivent être sales. Yatron be siafi ou vekashti. Et en la traduction du Yonatan ben Uziel, et moi, voici que je te donne Karta di Shrem, la ville de Shrem, Chulakrat, une part supplémentaire en cadeau par rapport à tes frères, que j'ai pris des mains de l'Émoraïe aux mains où ils sont allés dans cette ville, contre cette ville, et je me suis dressé et je l'ai pris à eux par mon épée et mon arc. Oui. Alors. Est-ce que Shimon et Lévi avaient massacré Shrem? Mais ils n'ont pas obtenu la ville de Shrem parce qu'après, tous les ennemis des alentours, comme Rashi va le dire, se sont coalisés et ont attaqué la famille de Yaakov en représailles contre ce qu'ils avaient fait comme crime de massacrer cette ville de Shrem qui avait violé Dina. Bien entendu, on connaît ça. Et à ce moment-là, Yaakov a pris les armes
Becharbi ou Kashti, et il a attaqué cette ville de Shrem. D'accord? Donc c'est Yaakov qui a pris possession de la ville de Shrem. Et c'est ça qu'il va maintenant donner à Yosef. Rashi, Becharbi ou Kashti, avec mon épée et mon arc, que chez Shimon de Lévi et Anshe Shrem, nitkansu kol sevivotehem, liizdaveg lahem, vechragar Yaakov kle milchama, kenegdan. Voilà. Lorsque, de quoi est-ce qu'on fait allusion? À ce que lorsque Lévi et Shimon et Lévi avaient tué les gens de Shrem, tous les environs se sont ligués pour s'attaquer à eux. À ce moment, Yaakov a ceint ses armes de guerre contre eux. Voilà, c'est ça le pshat. Davar acher, autre explication. Shrem achad yabchora, sheyuttelu banav shne chalakim. Ou bien Shrem, ça veut aussi dire, et Rashi va apporter des exemples que je ne vais pas lire, des exemples nombreux comme quoi Shrem, ça veut dire une part. Ouais. Et à ce moment-là, tout le monde servira à Hachem du même épaule, comme ça. Prendre une part dans, ouais, participer à. Alors il s'agit Shrem Achad, c'est mieux que Shrem Achad Alachecha. Vous voyez bien, dans la lecture, était un peu difficile de Rashi. La ville de Shrem, en plus de tes frères, Achad Alachecha, c'est un peu maladroit dans l'écriture. Et d'ailleurs, le Yonatan Benouziel, c'est pas sûr qu'il prenne le pshat de Rashi. Il veut peut-être dire comme ça. Et voici que je te donne Shrem. Un. Deuxièmement, Achad alachecha, une part de plus que tes frères. Et ça serait l'allusion du droit d'aînesse que je te donne. Parce que Shrem veut aussi dire une part. Et Rashi en apporte plusieurs preuves. Asher la karti miyad ha-emori, que j'ai pris de la main du Emori, miyad Esav she'asa maase Emori, des mains de Esav qui s'est comporté comme un Emori, c'est des gens débauchés et idolâtres. Davar acher, sheyatzad aviv be'imre fiv, ou bien Esav va s'appeler Emori, non pas à cause de son comportement qui est semblable à celui de ces goïms de là-bas, des 7 peuples, des Émoris, mais de Esav qui est qualifié l'homme dont la force est dans la bouche. Comme on voit qu'il arrivait à capter l'affection de son père par ses paroles, Tsaïd Befiv, il arrivait à convaincre son père de ce qu'il était un tzaddik, enfin, peu importe. C'est difficile aussi, parce que pourquoi est-ce qu'on va ici qualifier Esav de Émori? Tout d'un coup, on va s'intéresser, alors, vous voyez, non, on ne va pas parler d'Esav, on parle d'Esav, ici, il est qualifié d'Émori parce qu'il n'était pas différent des gens de là-bas. C'est pas très intéressant, cette histoire-là. La main d'Esav, on aurait pu le dire. Et comme le terme de Émori est un peu difficile de dire qu'on va qualifier Esav en fonction des gens de là-bas, alors Rashi est obligé de rapporter un deuxième chat qui vient de Amira. Hein? La force dans la bouche, c'est quelqu'un qui manie l'art du mensonge et qui récupère l'affection de son père. Ouais? Et ça devrait être quelque chose qui est bâti sur Amira, et pas Émor. Alors vous voyez, Émor, c'est pas très convaincant d'avoir besoin de qualifier Esav au lieu de parler directement de lui par son comportement identique aux gens de là-bas, c'est pas très convaincant, mais ça tient compte de la racine de Émori. Mais comme c'est pas très convaincant, Davar acher, un homme dans la force et dans la parole, mais on voit pas qu'est-ce qu'ici c'est tellement intéressant de savoir qu'on précise qu'il a pris le droit d'aînesse de Esav dans la force et dans la parole. On voit pas très bien qu'est-ce que ce pshat vient rajouter. Comme c'est pas exactement correspondant à Émori, alors on donne 2 pshatim. Quand la Torah donne 2 pshatim, c'est pas, attention,
Ça ne veut pas dire qu'un pshat il est faux. Ça veut dire qu'il y a des pshatim complémentaires. Ça veut dire que la Torah, en tordant le texte, elle nous donne le moyen de nous réveiller à quelque chose, à une attention sur le texte, qu'il y a plusieurs pshatim qui rentrent dedans, qui sont nécessaires. Et savent qui, d'une part, avait un comportement de Knaan, et d'autre part, avait une force dans la parole. Ouais. Bon. Asher la kartimia daimori, donc ce que j'ai pris à Esav, bekashti ou becharbi ou bekashti, avec mon épée et mon arc, hi chochmato ou tfilato, il s'agit de sa chochma et de sa tfila, l'épée étant l'art de la guerre, du corps à corps, c'est le raisonnement très serré dans lequel, quand on étudie, on est en train de s'attaquer à l'autre, à son adversaire, il a des arguments, on retourne les arguments, vous voyez, c'est le corps à corps, l'épée, un duel, ouais. Et Keshet c'est la tfila, Bakasha, c'est tirer à distance, l'homme a besoin de deux dimensions, une dimension dans laquelle il construit, il comprend les choses, et une autre qui est une aspiration, où est-ce que ça va tout ça, c'est la tfila. Bon, vous voyez bien que Rashi ici donne deux directions de compréhension à ce qui se passe. D'une part, il dit, Shrem, ça pourrait être la ville de Shrem, que Yaakov a obtenu de haute lutte par rapport aux adversaires qui se sont ligués après l'histoire de Shimon et Lévi. Ça veut dire que Shimon et Lévi n'auraient pas été capables, ils n'ont pas conquis Shrem, ils ont pillé Shrem, ils ont tué les habitants, ils ont pillé la ville, mais en vérité, ils n'ont pas... ils n'auraient pas obtenu les choses parce que tous les ennemis se sont ligués et il fallait l'intervention de Yaakov en personne à la tête de ses enfants pour arriver à récupérer cette ville. Ouais. Alors c'est Becharbi ou Bekashti avec mon épée et mon arc. Entre parenthèses, que les commentateurs disent, c'est un peu bizarre que quand tu fais la guerre, tu fais la guerre avec l'épée et l'arc. Qu'est-ce qui est bizarre? Quand on fait une guerre, c'est avec toutes sortes d'armes. Comment? Une guerre, c'est avec toutes sortes d'armes, alors pourquoi on doit... Non, ça c'est l'arme de proche du corps à corps et l'arme de la distance, non. Comment on peut être en même temps proche et en même temps distant de l'ennemi? Ben, il y a les deux choses. Il y a le corps à corps et l'attaque à distance. Non, la difficulté, oui, parlez fort parce que j'entends assez mal. C'est bizarre parce qu'on mentionne d'abord le corps à corps et ensuite le combat à distance. Très bien. Voilà, ça, c'est quelque chose d'un petit peu difficile de dire avec mon épée et mon arc. D'abord, tu attaques avec l'arc. L'arc, c'est à distance. Quand l'ennemi, si tu parles de guerre, alors tu attaques d'abord l'ennemi quand il est loin avec l'arc. Et après, quand ça continue, alors tu emploies l'épée. Tu ne commences pas avec l'épée et l'arc. Ce qui en vérité est une difficulté soulevée par des commentateurs. Je crois Oznaim Latora, il soulève ça. Rav Sorotskin, il dit que c'est une difficulté de... Si on dit que c'est des armes, c'est pas l'ordre dans lequel les armes sont employées. D'accord? Bien. Alors, premier pshat, bon, il s'agit de Shrem, et ça serait la récompense. Ça serait la récompense, apparemment, de Yosef qui s'implique dans l'enterrement de Yaakov, et Yaakov va lui donner aussi quelque chose à son tour. Hein? C'est le premier pshat. Donc il s'agit vraiment d'épée, d'armes, tout ça. Bien. Deuxième pshat, Shrem Achad, c'est l'héritage. L'héritage, une part supplémentaire. Shrem Achad, une part supplémentaire. Ouais? Bien. Le Abrabanel trouve ça très difficile parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est que ce... On est en train de parler du droit d'aînesse, qu'on parle par rapport à Esav, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? De plus, qu'on a déjà parlé de la bracha que Yaakov a adressée à Ephraïm et Menaché. C'est ce qui précède dans le texte. Ça, c'est seulement la fin de l'histoire. Mais Yaakov, quand il tombe malade, il fait venir Yosef pour le bénir avec ses enfants. Et on dit voilà que Simcha Elohim, qu'Ephraïm et Menaché, etc. Toute cette histoire-là, la part double que Ephraïm et Menaché, que Shimon et Lévi, Rouven et Shimon et Yuli, ils sont identiques, ils auront une part équivalente, comme si c'est la part double. C'est fini cette histoire-là. Qu'est-ce qu'à la fin on va dire? Voici, je te donne une part double par rapport aux autres. Et qu'est-ce que ça nous intéresse tellement, l'histoire qu'il règle avec Esav?
ça fait remonter des choses à la surface qui, bizarrement exprimées, Miyada et Mori, c'est très difficile. Alors, le Abrabanel propose un pshat intéressant. Il dit en vérité, Yaakov avait acheté du terrain à côté de Shrem. Le Mea Kesita, avec 100 Kesita, ça doit être la monnaie qu'il y avait à l'époque, il avait acheté un terrain. Vous savez quand c'était ça? C'était juste avant que Dina se fasse violer. Il avait acheté une partie de terre à côté de Shrem, et Dina est allée voir un peu qu'est-ce qui se passait à Shrem, et c'est là qu'elle s'est fait violer. Hein? Et Yaakov avait acheté très légitimement, légalement, cette part. Et donc, ben c'est ça maintenant qu'il va donner à Yosef. Et ça c'est très bien, parce que Yosef a été... Yaakov va être enterré dans le terrain qui a été acheté très cher par Abraham pour enterrer Sarah, et Yosef va bénéficier aussi d'un enterrement, et c'est là que Yaakov va être enterré, à Marpella, et Yaakov à son tour a acheté une terre à côté de Shrem, et c'est ça la part dans laquelle sera enterré Yosef. En vérité, ce pshat est très difficile, parce que il y a des siècles qui s'écoulent entre le moment où Yaakov a acheté une terre et le moment où ils vont aller en Eretz. Il y a des siècles, il y a tout l'esclavage d'Égypte qui va encore suivre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à enterrer Yosef. Alors cette terre, elle a été reperdue, elle a été récupérée par les Goïms. Vous savez, les Goïms, quand les Juifs ne sont pas là, quand on expulse les Juifs, la première chose qu'on prend, c'est on prend leurs biens. Donc quand les Juifs sont partis en Égypte, c'est sûr qu'on n'a pas laissé ce terrain en marquant propriété privée, défense d'entrée. C'est sûrement pas avec les Émoréens qui obtiennent quelque chose avec ça, ils ont dû rentrer là-dedans et la prendre depuis longtemps. C'est une terre qui a été légitimement achetée. Alors, en plus, cette part de terre, ça va être obtenu par tirage au sort par Ephraim. La ville de Shrem se situe, le territoire, pas seulement la ville, comme on parle ici, mais tout le territoire, c'est Bahar Ephraim, c'est les montagnes d'Ephraim, Haré Ephraim. Donc ça veut dire que c'est en vérité quelque chose qui viendra à Yosef, à ses descendants, par le tirage au sort au moment où ils vont rentrer en Eretz et qu'ils vont distribuer la terre. Alors peut-être que le mérite de Yaakov aura fait que cette partie, elle va revenir par tirage au sort à Yosef, à ses descendants. Maybe. Ouais, mais c'est un tout petit peu compliqué. Et puis ce qui, je trouve, beaucoup plus compliqué, c'est la chose suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec mon épée et mon arc? Abrabanel, il a un problème, quoi. Il y a une guerre ici, quelque chose qu'on a obtenu, ou par les armes, l'épée et l'arc, ou bien par les choses qui sont assimilées par les mérites, le srout, qui s'appelle l'épée, c'est la chorma, ou la tfila. Par rapport à Esav, c'est très bien. Si on parle des mérites de Yaakov, qui a obtenu le droit d'aînesse grâce à ses mérites, ok, ça je comprends. Mais par rapport à cette portion de terrain, qu'est-ce que ça fait l'épée et l'arc? Alors Abrabanel dit quelque chose de, je trouve, absolument invraisemblable. Enfin, on ne peut pas se permettre, c'est un grand Abrabanel. Hein. Alors, il dit que moi, c'est ça mon épée et mon arc. C'est pas comme Shimon et Lévi qui obtiennent les choses par leur épée et leur arc, par la violence. Mais moi, je l'ai obtenu. Mon épée et mon arc, c'est l'argent que j'ai mis là-dedans. C'est légal, ce que j'ai obtenu. Vous voyez? C'est comme s'il est en train de faire un moussard à Shimon et Lévi. D'abord, je trouve que c'est très difficile, cette lecture. Elle est intéressante. Elle correspond à quelque chose dans le texte. C'est bien. Elle correspond au début de Rachi. Je te donne une part, en échange de ce que toi tu t'occupes. Ben, c'est la part qu'il a achetée. Très bien, ça marche très bien. Mais d'abord, Shimon et Lévi ne sont pas allés avec l'arc, ils sont allés avec l'épée. C'est marqué que Shimon et Lévi, les deux, ils ont pris leur épée pour aller massacrer la ville. On ne parle pas d'arc. Ensuite, à qui tu fais ce moussard? Mes armes à moi, mon épée, mon arc, c'est quoi? C'est la légalité, la légitimité. À qui tu dis? Encore Shimon et Lévi seraient là à côté.
et tu serais en train de leur donner comme ça une espèce de coup dans les côtes en leur disant, tu vois, moi c'est pas comme ça que moi j'acquiers, c'est pas avec l'épée qu'on obtient des terres, c'est légitimement qu'il faut, en le payant, mais ils sont pas là, c'est un dialogue qui a lieu entre Yaakov et Yosef, ouais, bon, quoi qu'il en soit, je trouve ces différentes explications extrêmement difficiles si on les laisse comme ça de tous les côtés. Il y a des choses qui sont difficiles. On nous parle d'un droit d'aînesse avec Esav, on sait qu'est-ce que ça vient faire ici. Et ce droit d'aînesse, de toute façon, on l'a déjà donné à Ephraim et Menaché avant de parler de cela. Oui. Et puis ensuite, il faut aussi savoir que Yaakov, que Yosef ne sera pas enterré même à Shrem. À Shrem même, c'est une ville qui appartient aux Lévis. C'est une ville de refuge. Vous savez que chaque tribu, enfin les tribus concédaient à Lévi, qui n'avaient pas de territoire, des villes. Les villes de refuge. Et la ville de refuge qu'il y avait là-bas, c'était Shrem. Donc en vérité, Shrem même, c'était au Lévi. Et si on va dire de Shrem, ça sera à côté de Shrem. Vous voyez, c'est très compliqué ces histoires-là. Très compliqué. Alors, il y a un Targum Yerushalmi très curieux. Très curieux. Targum Yerushalmi, je ne sais pas qui l'a fait, c'est quelque chose de très ancien, et qui traduit le texte. Vous voyez, il y a 3 traductions sur le texte. La première traduction, c'est... J'entends rien. Non, la première traduction dans les traducteurs, il y a 3 traductions sur le texte. La première, c'est Onkelos. Non, Rachis pas, c'est un explicateur, il ne traduit pas. Onkelos. Onkelos a traduit la Torah en araméen. Vous lisez Shnai Mikra Vachat Targum, le Targum officiel, c'est Onkelos. Il y a un Targum extrêmement important, c'est Jonathan Ben Uziel, qui explique des choses, qui a il a une telle force d'interpréter les choses dans sa traduction, que lorsqu'il a voulu traduire le Nar, il y a toute Eretz a tremblé sur ses bases pour refuser qu'il traduise, sinon il aurait même révélé les dates de la venue du Mashiach, dit la Gemara. Un très grand traducteur, Jonathan Ben Uziel, c'est le maître de Hillel. Non, c'est le plus grand élève de Hillel. Hillel avait 80 élèves, le plus grand c'est Jonathan Ben Uziel, celui qui a fait ça. C'est encore plus fort qu'Onkelos. Onkelos, c'est quelqu'un, le guerre, il a traduit sous la dictée, enfin avec l'aide de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est des élèves de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Ouais, ici c'est la... Jonathan Ben Uziel, c'est un élève de Hillel. Je ne parle pas de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, c'est le maître de Hillel. Bon. Et Yerushalmi, je ne sais pas, c'est un grand traducteur, mais je ne sais pas quelle est sa place. Ve'ana, hayavit lach, chulak chad yatir al achach, jusqu'à là, ça va. Et moi, voici que je te donne une part, al achach, par rapport à tes frères, écoutez ça, le voucher de Adam Kadma'a. Les habits de Adam Arishon. Ben dis donc, ça c'est pas évident, hein. On peut se disputer de savoir est-ce que Shrem c'est la ville de Shrem. On peut discuter est-ce que Shrem c'est une part. On fera allusion ou une part pour enterrer, ou une part double, oui. Mais traduire ça sous la forme de le voucher d'Adam Kadma'a, les habits d'Adam Arishon, on se demande de quoi il s'agit. Hein? C'est de ça qu'on veut parler. Kadma'a, Nesiviate Avraham, et il continue le Yerushalmi. Avraham, Avoi, de Anna, Minyedoy de Nimrod. Reshia, ces habits d'Adam Arishon, vous savez que c'était Nimrod qui les a pris de Noach, dans la Teva. Avram, il l'a pris à Nimrod. V'yaviatel Yitzhak. Et il les a donnés à Yitzhak. Yaviatel Esav. Et lui, il les a donnés à Esav.
Nesivatiate mignodoi de Esav, Ana, Nesivatiate mignodoi de Esav, et moi, Yaakov, je les ai pris de Esav, Achaï, mon frère, Lo vecharbi, velo bekashti, pas avec des armes, Elahen, biskruti, ou beovde Tavia, Vdaï Tavia, que j'ai pris avec mon mérite et mes bons actes. Ça marche? Bon, maintenant on ne comprend plus rien. On est en train de nous parler que cette part qui a été donnée, c'est les habits d'Adam Arishon. Alors, les habits d'Adam Arishon, on va tout de suite revenir là-dessus, mais les habits d'Adam Arishon, il semblerait que ce soit un pouvoir, que quand Nimrod, il avait ses habits, alors le monde était soumis à lui, les animaux se prosternaient devant lui, et il les chassait, c'est pour ça qu'il avait une réputation de grand chasseur. C'est aussi les habits que Esav a eu. Mais alors il y a comme ça une espèce de Adam Arishon, il les a passés à Noach. Noach, ça lui a été volé par Nimrod. Abraham l'a repris à Nimrod, a passé à Yitzhak, qui l'a donné à Esav. Yaakov l'a pris à Esav. Et maintenant il va donner ce Shrem Achad, cette part, en plus des frères, c'est ce qui va arriver à Yosef. C'est de ça qu'il s'agit. Cette part supplémentaire, donc on ne parle pas maintenant de ville, particulièrement, on verra, la ville elle va revenir, mais on ne parle pas spécialement de la ville, on parle de ces habits d'Adam Arishon qui vont être donnés, c'est ça cette part qu'il a en plus que les frères. Mais ça il faut le comprendre. Hein? Alors, ce commentaire que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Oznaim la Torah, rapporte un midrash. Le midrash Tzadezaïn Vav Vani natati lecha, et voici que je t'ai donné Ben Sheishkim Velo asita que maasehem le fikach tehe hashrem bechelkecha. Le Midrash dit quelque chose de très intéressant. Il dit le mot de Shrem est apparenté à, est-ce que vous avez compris, à quel mot? Pardon? Ben sheishkim velo asita que maaseon le fikar tehe hashrem bechelkecha. Pardon? J'ai rien entendu. Quel mot? Mais non, Ishkim. Shrem, Ishkim. Qu'est-ce que ça veut dire Ishkim? Parlez fort, j'entends mal. Ça peut être se réveiller. Vayashkem Avram Baboker. On a ça très souvent chez Avram Avinu. La Hashkim, ça veut dire faire les choses très tôt, être le premier à faire les choses. Et ce midrash est très difficile, mais vous allez voir, les choses, elles vont pas mal se remettre en place. Et Yaakov dit à Yosef, toi, tu as été le premier, Ishkim, chez Ishkamta. Velom la mata me ovdeen. Et tu n'as pas appris de leurs mauvais actes, c'est pour ça que le Shrem, il doit être à toi. Oh, de qui on parle? D'Égyptiens, très bien. Yosef, il s'est lancé seul dans un pays de gens débauchés et idolâtres en Égypte, et il est resté, il n'a pas appris de leurs actes. Yosef, il a une force intérieure tellement extraordinaire qu'il est arrivé, la Hashkim, il s'est lancé en premier. La Hashkim, c'est l'idée de y aller tout de suite. Ouais. Il s'est lancé le premier dans la galoute, il a affronté la galoute, et il a un mérite extraordinaire qui ne s'est pas du tout laissé assimiler par l'Égypte. Il est resté toujours tzaddik, il est resté toujours avec sa émouna dans Hachem,
Il a été quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que le Shrem te revient. Il dit d'ailleurs, assez drôle dans le Midrash, Ha-Shrem, Bechelkecha. Le Shrem, même pas la ville, il ne parle même pas de la ville. Je n'avais même pas remarqué quand j'ai lu ça. Là, j'ai une question. Oui. En fait, tout à l'heure, vous avez Et dit. si tu veux parler plus fort, parce que moi j'ai une otite, alors j'entends encore plus mal que d'habitude. Ok, alors, tout à l'heure, vous avez dit que Yaakov a pris les vêtements par son mérite. Mhm. Mais quand il a pris les vêtements, quand il a pris les brachot, Oui. J'ai pas dit ça par quoi il les a pris. J'ai rapporté Yerushalmi qui dit que Yaakov les a pris à Esav. Et maintenant il va les donner à Yosef. D'accord? Il n'a pas dit à l'occasion de quoi. À l'occasion de quoi. D'accord? Shrem est une ville très importante dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que Yaakov, c'est la ville qu'il a conquise de haute lutte quand tout le monde s'est ligué contre Shimon, Lévi, contre tous les frères, contre tout le monde. Lui, il est allé à la tête de ses enfants avec ses armes et il a conquis cette ville. Mais Shrem, c'est aussi très important. Dans le Chumash, est-ce que vous savez où? Dans l'Ech Lecha. Dans l'Ech Lecha, au début de l'Ech Lecha, Vayavor Avram Baaretz ad Mekom Shechem ad Elon Moré. Baklani az Baaretz. Et Avram a traversé la terre d'Eretz, c'est comme s'il prenait possession du droit sur la terre. Il n'a pas obtenu la terre, mais le droit en potentiel, il a obtenu ça par une acquisition en traversant le pays, ad mekom Shechem, jusqu'à l'endroit de Shechem, ad Elon Moré, Rashi. Ad mekom Shechem, le itpalel al bnei Yaakov, que sheyavou le ilachem b'Shrem. Jusqu'à l'endroit de Shechem, c'est l'endroit que Avram Avinu a senti qu'il y avait ici un problème et il a prié pour que tout se passe bien à Shrem. Oui, il a déjà. Est-ce que c'est du roi HaKodesh? Est-ce que c'est de là? Ou bien c'est une autre intuition qu'il avait, qu'il y a un problème là-dessus, sur Shrem, et il a prié pour ses descendants. Elon Moré, dit Rashi, Hi Shrem, il s'agit de Shrem. Her'aou har gerizim vehar eval, shesham kiblu Israël, Shevuat Torah. Il lui a montré l'endroit, le mont Grizim et le mont Eval, où les Bli Israël ont reçu la Torah, dans Parshat Kitavo, à Shrem. À côté de Shrem, il y avait 2 montagnes, et c'était là-bas que le peuple s'est tenu pour être menacé, encourager les klalot et les brachot, selon qu'on respecte ou non la Torah. Shrem. Enfin, donc à part que c'est l'endroit où la Torah a été donnée, enfin, Shrem, c'est la première ville que les Bnei Israël ont conquise quand ils sont rentrés en Eretz. D'accord? Vous voyez Shrem. Shrem, c'est un endroit que Yaakov a conquis. C'est la première possession que les Bnei Israël ont conquis en Eretz. C'est la première ville où Avram est rentré. C'est la ville dans laquelle, à l'entrée d'Eretz Israël, c'est là-dedans qu'on a reçu la Torah. Et Shrem, c'est la première ville qu'on a conquise, que les Bnei Israël ont conquis quand ils rentreront avec Yehoshua en Eretz. Revenez au Midrash. Et moi, je te donne Shrem, parce que toi, tu as la capacité de rentrer en Eretz, d'aller en Galoute et de conquérir les choses et de rester un tzaddik. Vous y êtes? Oui? Maintenant, on va dire quelque chose de très intéressant. Les habits d'Adam Arishon, de quoi s'agit-il? Certainement, les habits d'Adam Arishon, ça peut être des habits. Hein? Au sens pshat du texte. Il y a d'ailleurs un Rabbi Yonatan Ben Uziel qui dit
que le Kohen Gadol, il avait les habits d'Adam Arishon. Est-ce que c'est vraiment des habits? Mais quels habits? Quoi, les habits qu'Esav il avait, c'est les habits du Kohen Gadol? On ne sait plus très bien de quoi il s'agit. C'est peut-être des habits. Et je pense que s'il s'agit d'habits, un grand ridouche, que la Ktonet Passim, l'habit spécial que Yaakov a fait à Yosef, ça montrait déjà que c'est lui qui a les habits. Qu'est-ce que c'est les habits d'Adam Arishon? Adam Arishon, quand le monde a été créé, il y a eu une mission de ramener le monde ou de rattacher le monde à son créateur. Pour cela, il faut qu'il possède, qu'il domine le monde et qu'il lui donne du sens. D'accord? Les habits, ça veut dire l'extérieur des choses. Ça, c'est ça, les habits d'Adam Arishon, c'est les moyens qu'Adam Arishon il avait de conquérir le monde. Sauf que, dans l'histoire du monde, ces habits, ils ne sont pas restés très longtemps chez les tzadikim. Adam Arishon, il l'avait, Noach, il l'avait. Alors maintenant, que vous traduisiez ça par des habits véritables, ou pas, de toute façon, même si c'est des habits véritables, ils symbolisent la domination sur le monde. Nimrod, il a pris cette part-là, cette capacité que Noach, il avait d'être le maître du monde, eh bien c'est Nimrod qui l'a. Après c'est Avram qui l'a pris à Nimrod. Alors ça c'était bien. Ça veut dire qu'Avram il avait la réussite, plus la volonté de rattacher le monde à Hachem. Quand Avram Avinu, il avait ses habits, c'est superbe. Il revient dans la position d'Adam Arishon. Il a les capacités, les moyens, les dons de conquérir le monde. Et toutes les midotes et toute la tzidkout pour jouer le rôle d'Adam Arishon, de ramener le monde à Hachem. Sauf que, quand il les a passés à Yitzhak, Yitzhak a donné cette capacité à Esav. C'est Esav qui domine le monde. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Esav, c'est aussi le premier. Il est aussi Mashkim. Vous voyez cette capacité. Quand vous voyez Esav, vous voyez Assoui. C'est un homme qui était fait, qui était en phase avec le monde. Il a déjà des griffes, il a déjà des dents, il a déjà des cheveux. C'est un homme qui est prêt à la lutte. C'est un homme qui est capable de dominer, de maîtriser le monde. Mais c'est Esav qui l'a eu. Sauf que, quand c'est Esav, c'est pas bien. Parce qu'Esav, il le détourne à son prix personnel, comme Nimrod. Et il n'en fait pas du tout la mission qu'il y avait de ramener le monde. On lui donne à Kéli un moyen de dominer le monde et de le ramener à Hachem. Alors, quand c'est Avram, quand c'est Yitzhak, quand c'est Yaakov qui l'a, tout va bien. Eh bien, cette ktonet passive, je pense, ça c'est moi qui le rajoute, mais je pense que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de toute façon ce que dans le Yerushalmi, dans le Targum Yerushalmi, on dit que c'est les habits d'Adam Arishon. Et c'est ça ce qu'il s'agissait d'avoir, que Yaakov va donner en héritage. Donc, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on s'est éloigné du texte. On s'est éloigné du texte qui parlait, est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le droit d'aînesse? Pour suivre l'Yerushalmi. L'Yerushalmi nous dit de quoi il s'agit ici. C'est de la capacité d'affronter le monde. Que comme Yosef a fait ses preuves, en étant resté un tzaddik extraordinaire, en se lançant dans la galoute, c'est à lui que revient la conquête du monde. Quand c'est les Rochaïm qui l'ont, c'est très mauvais, parce qu'ils détournent les capacités, et les Israël sont les victimes, les tzadikim sont les victimes du monde qui a le pouvoir. Mais là, c'était Yosef qui l'a eu. Et maintenant, vous allez comprendre qu'il y a dans le clan d'Israël, il y a deux malchouyot, il y a deux pouvoirs. Il y a deux pouvoirs. Il y a deux pôles essentiels, Yosef et Yehuda. Yosef, c'est celui qui, dans le monde,
traduit cette capacité des Bnei Israël de rester des tzadikim en rentrant dans le monde, dans l'histoire du monde, de s'investir dans la conquête, de s'investir dans la relation au Goïm. C'est Yosef qui traduit ça. C'est cet enfant qui a le droit d'aînesse, si vous voulez, mais pas parler de la part double. Parce que cette part double avait déjà été donnée, comme il dit là Abrabanel, il a déjà été donné à titre personnel, qui avait un droit double, d'une double part. Ça, c'est Ephraim et Manaché qui a déjà reçu. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. À Yerushalmi, alors donc on parle de quoi? La ville de Shrem. La ville de Shrem, elle n'est pas importante en tant que telle, c'est simplement de dire, c'est ce qui a à faire avec la première, l'entrée en matière. L'entrée en matière d'Eretz, c'est toujours la ville de Shrem. Et tout dépend de la façon dont on rentre en Eretz. Shrem, c'est aussi l'endroit où on reçoit la Torah. Tout le problème, c'est de quelle façon tu rentres en Eretz. Celui qui a eu cette capacité d'affronter la galoute, d'affronter l'histoire, c'est Yosef. Mais il y a un deuxième pôle essentiel, indispensable, qui s'appelle Yehuda. Et Yehuda, c'est lui la légitimité de l'héritage de la Torah. Chez Adam Arishon, chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, les deux choses allaient de pair. Ça veut dire quand ils avaient le pouvoir, ils avaient et le pouvoir et les capacités de ramener le monde à Hachem. Mais dans les tribus, ça va se partager. Cette capacité, ça va être Yosef qui va l'avoir, de rentrer, d'affronter les Goïm, de rentrer en Eretz, de faire l'histoire, c'est Yosef. Mais de donner le sens à l'histoire, c'est pas Yosef. Lui, il a les moyens. Mais le sens, ça va être Yehuda, c'est la malchoute légitime. David, le Mashiach, tout ça, c'est du côté de Yehuda. Et c'est pour cela que dans l'histoire du peuple juif, il y a un affrontement terrible entre chacun qui prétend être le meilleur. Vous voyez, quand c'est par rapport à Esav contre Yaakov, ça s'appelle Nimrod et Avram Avinu. Vous comprenez? Il y a un affrontement entre ceux qui veulent donner du sens à l'histoire, justifier la création du monde, oui, et de l'autre côté, ceux qui ont les moyens pour le faire. Ça, c'est des rechaïm contre des tzadikim. Mais, dans l'histoire du peuple juif, c'est des tzadikim et des tzadikim seulement. Chacun voudrait, lui, faire le tout. Judas, il a quelque chose contre Yosef. Pourquoi? Il dit, mais Yosef, c'est un sale juif. C'est un juif qui va dans les nations. C'est un juif assimilé. Mais Yosef, il est nécessaire, parce que c'est lui qui fait l'histoire. Parce que lui fait l'histoire comme des tzadikim. Il arrive à conquérir en restant tzaddik. Vous voyez? Donc, à la fin, les temps messianiques, quand on parle du Mashiach, à la fin, comment ça va se passer? Dans Yeshaya Yudalev, c'est marqué « Vesara kinat Ephraim, vetsorere Yehuda yikaretu, Ephraim lo yekane et Yehuda. » Yehuda lo yatsoret Ephraim. Dans les temps messianiques, quand il y aura les deux Meshichim, le Mashiach ben Yosef qui prépare la voie, donc il est dit Yosef. Mais celui qui va donner le sens, c'est Yehuda, c'est le vrai Mashiach. Eh bien, cette jalousie que Ephraim, ça veut dire Yosef, le côté de Yosef, il a, parce qu'il sent très bien que lui il a les moyens, mais que la vraie Torah, c'est les gens qui étudient. C'est les gens qui affrontent la Torah, qui vivent dans la Torah. C'est ceux-là qui sont les gens qui concluront l'histoire. Le Mashiach, c'est le Mashiach ben David. Vous comprenez? Ça veut dire que l'histoire, elle doit aboutir à ce que ce soit David. Et à la fin, ça sera comme ça. Cette jalousie que Yosef a, parce que Yosef a une grande jalousie quand il y avait par exemple les deux territoires, les 10 tribus du côté de Yosef. Ephraïm, ouais. Et de l'autre côté, il y a Yehuda et Binyamin, le sud. Ouais. Il y a toujours eu de la tension. Pourquoi? Parce que les gens d'Israël, les 10 tribus, ils ont toujours été jaloux parce qu'ils savaient très bien que le sens qui va être donné, c'est pas eux. Ils ne terminent pas le travail. Ils préparent
la venue du Mashiach, ils font tous les préparatifs, ils affrontent la galoute, ils affrontent l'histoire, et mais ils savent que ce n'est pas eux qui seront le roi à la fin. Et Tsorere Yuda, les ennemis de Yuda, c'est Yuda, Ikar et tout. Il n'y aura plus d'opposition. Que Yosef, il aura compris. Yuda, il se défend contre cela. Il dit, moi, je suis le roi légitime. Moi, je traduis la Torah. Je vais vous dire ça en français. Enfin, je parlais français aussi avant. J'espère. Vous savez que Yosef, on discute sur lui, est-ce qu'il a oublié la Torah ou est-ce qu'il connaissait la Torah? Ouais. La vérité, je crois que ces deux choses sont vraies. Il a oublié, il la connaissait. C'est-à-dire que dans le clan d'Israël, il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas les gens du Limoud, mais qui ont été tellement de l'héritage des valeurs juives, ils viennent tellement de la Torah, mais leur façon d'intervenir dans le monde, c'est pas titre de Ben Torah. Quand il y a des juifs, des tzadikim, Yosef, quand il va en Égypte, il va sauver l'Égypte, il va nourrir l'Égypte, mais c'est pas à titre de Ben Torah, c'est à titre d'un homme qui a les midot, qui est une image des juifs, qui est le résultat de ce qu'est un bon juif. Un bon juif dans l'histoire, c'est Yosef. Et eu dans l'histoire des gens comme le Rambam, comme Abrabanel, des gens qui ont toujours été prêts au pouvoir et qui sont restés des grands tzadikim. C'est resté des grands tzadikim, c'est-à-dire que même si on ne va pas dire que c'est eux qui sont les traducteurs de la Torah, mais ils traduisent quelque chose dans la dimension juive, ça veut dire ce que la Torah, elle a laissé en eux quand ils sont loin du limoud. Ça veut dire toutes les midot qui ont été acquis, la tzidkout, les midot, le bitachon, c'est pas toujours l'apanage des Bnei Torah, des gens qui étudient. Parce que les gens qui étudient, c'est toujours des gens à part, ils sont en réserve. Ils sont en réserve de pouvoir parce que c'est eux qui vont être le couronnement. Le couronnement de l'histoire, c'est pas les bons juifs que le monde admire. C'est pas ça. Ça, c'est des gens qui vont féconder l'histoire, qui vont donner faire progresser les choses, montrer un exemple de ce qu'est le peuple juif. Mais ce n'est pas à travers leur dimension de Bnei Torah. C'est des Bnei Torah, mais dans lesquels la Torah a été oubliée, si vous voulez. Le limoud n'est plus, les a formés, c'est des vrais juifs, mais c'est des vrais juifs loin. Je ne dis pas maintenant que toute forme de juif assimilé, c'est Yosef. Je ne dis pas ça. Moi, ce que j'en dis, c'est de ce midrash que tu es resté un tzaddik extraordinaire, toi, Yosef. Pourquoi c'est à toi d'être le premier? Parce que c'est toi qui représente, c'est toi qui arrives à rester dans les nations, faire progresser le monde et rester un tzaddik. Vous voyez? Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est assimilé, ça reste un juif jusqu'à quel point les gens assimilés et qui font des discours humanistes et tout ce truc, que c'est les Yosef. Je ne suis absolument pas sûr de cela. Je ne prends pas vraiment là-dessus. Je suis loin d'en être convaincu. Mais ceux qui sont restés des vrais juifs et qui traduisent aux yeux du monde la vérité de la Torah, la beauté de la Torah, dans leur attitude, c'est Yosef. Et c'est eux qui peuvent rentrer dans l'histoire. Vous y êtes? Bien. Maintenant, les vrais, le couronnement, ça sera Juda. Et dans les temps messianiques, chacun aura compris comme son rôle est incontournable. Yosef aura compris que son rôle est incontournable, mais ce n'est pas à lui d'être le représentant de la Torah. La Torah, de l'étude et des mitzvot de ceux qui sont dans la Torah, oui, ça, ils sont en réserve. Ce n'est pas eux qui ont fait l'histoire. Ils sont pas les Juifs en tant que Juifs qui étudient la Torah, ce n'est pas eux qui sont intervenus dans l'histoire. C'est la part de Yosef en eux, ou dans le clan d'Israël, c'est ça qu'a fait l'histoire. Alors Yosef a été jaloux
et dans les temps messianiques, il comprendra que c'est grâce à Yosef, grâce au Mashiach ben Yosef, ce qu'on appelle, oui, que l'histoire elle a pu aboutir. Mais le couronnement de tout, ça sera chez Juda. Alors, il ne faut pas que religieux, authentique, repousse, rejette Yosef, dans la mesure où Yosef, ça reste un bon juif, mais plus un juif chez lequel le Torah, il apparaît du point de vue limoud. Ça, c'est la face apparente, comme les habits des Bnei Israël. D'accord? Bien. Il y a une Gemara dont on parle, qui parle des Koutim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Koutim. Les Koutim, hein? C'est ceux qui étaient en Israël, non? Ils étaient en Israël, mais c'est qui? C'est ceux qui ont dit au roi de Perse que les bénis Israël faisaient n'importe quoi. Ah, les traîtres. Oui. Les Koutim, oui. Les Koutim, c'est, vous savez, dans l'histoire, il y a eu une période dans laquelle Nebuchadnezzar a vidé Eretz des Juifs et il a importé des populations en Eretz. Et notamment de la ville de Kouta, c'est pour ça qu'on les appelle les Koutim, c'est aussi d'autres villes. Et c'était des Goïms. Et ces Goïms se faisaient attaquer par les lions. Et ils ont remarqué que les quelques Juifs qui restaient n'étaient pas attaqués par les lions. Alors ils ont compris qu'il y avait des lois à respecter dans ce pays qui les protégeaient des lions. Et alors ils se sont convertis. On se demande toujours quelle est la sincérité de cette conversion. Vous savez, dans une conversion, on peut venir de très très loin. Il y a des motifs qui sont très personnels et qu'il faut progresser, évoluer la personne. Le problème, c'est de savoir, au moment où il se convertit, est-ce qu'il a été vraiment sincère, vraiment décidé à, ou bien en vérité il vient toujours à cause du début, à cause de l'intérêt qu'il a à se convertir. D'accord? Bien. Ces coutumes sur lesquelles on discutait est-ce que c'est des bons convertis ou pas, ont toujours posé des gros problèmes aux Juifs, parce qu'il y avait des mitzvot qu'ils faisaient très bien, et des mitzvot qu'ils abandonnaient, et des tas de mitzvot qu'ils ne faisaient pas, et ils faisaient d'une façon très traditionnaliste, ils rejetaient beaucoup de choses, ils avaient leur propre pshat sur les choses, et on a toujours eu pendant des siècles des difficultés à savoir où est-ce qu'on va les classer. Est-ce qu'ils sont bons convertis ou pas? Vous savez, un petit peu, peut-être comme les falachas. C'est des gens extraordinaires, les falachas, qui ont lutté pour le Yiddishkeit pendant des siècles, et ils ont été toujours opprimés comme juifs. Ils ont toujours été opprimés, seulement il n'y avait aucune étude chez eux, et ils ont, du point de vue Torah, c'est invraisemblable qu'il n'y avait rien. Du point de vue Torah, des traditions mal comprises, éloignées, tout ça, mais on se demande, mais ces gens-là qui ont lutté pour être des juifs, comment est-ce qu'on va les classer? Oui, c'est un gros problème en Eretz, de savoir est-ce qu'on les accepte comme juifs, parce que vraiment, ils ont une attitude de juifs, de combattre à titre de juifs, mais strictement aucun contenu. Les Koutim, ils ont un peu de cela. Sauf que, c'est marqué, ça durait jusqu'à quand? Amar Rab Nachman bar Yitzhak Demut Yona Matzou Lahen Berosh Har Gerizim Shayu Ovdimota. Jusqu'à ce qu'on a trouvé que dans leur montagne, le Har Gerizim, du côté de Shrem, jusqu'à ce qu'on a trouvé là-bas, chez eux, qu'ils avaient une image de colombe qu'ils adoraient. Et à ce moment-là, on les a sortis du clan d'Israël. Ouais. Tosfot sur place, il dit un truc incroyable. Il dit comme ça. Berosh Har Grizim, au sommet du mont Grizim, Bemidrash Yesh, Shehi Avodat Kochavim Sheetmin Yaakov Tachat Te'ala Behar Beshrem. Il y a un midrash que Tosfot cite, comme quoi dans cet endroit de Shrem, il y avait ces trésors du pillage de la ville de Shrem qui sont
enterré. C'était ça l'idolâtrie. Vous savez ce que c'est le pillage? C'est quand Shimon et Lévi ont massacré la ville de Shrem. Et alors les Bnei Israël ils sont venus, ils ont pillé la ville. Et Yaakov, quand il a entendu cela, il a rejeté cela avec énormément d'énergie. Il dit, vous vous débarrassez de cette chose-là, vous vous purifiez, vous redevenez des bons juifs. Ouais. Et c'est ça qui était que les Koutim, ils adoraient. Moi, j'ai toujours étonné que les Koutim, finalement, ils avaient une idolâtrie, cachée. Mais quelle idolâtrie? Une colombe. Vous savez que le symbole du peuple juif, c'est une colombe. Pourquoi? Parce que, par exemple, la colombe, c'est peut-être la paix. Ça, c'est général. Ça, c'est sur le plan général, c'est vrai. Mais la colombe, c'est deux pigeons s'aimer d'amour tendre. Oui, vous connaissez ça? Oui. Parce que la colombe, elle est fidèle. Parce que les Bnei Israël et Hachem, on ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est la fidélité, la colombe, quand elle a vécu avec, je ne sais pas quoi, une colombe, oui, ben l'un n'oublie pas l'autre, il ne peut plus se remarier. Il est fait pour l'autre. Comme le Bnei Israël, parfois ils s'éloignent d'Hachem, mais ils n'ont qu'un seul mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Alors la colombe, c'est le symbole du peuple juif. Ensuite, la colombe, elle est, contrairement aux animaux, elle présente sa gorge à la shrita. Les autres animaux, ils se débattent, ils ne veulent pas. Et la colombe, Alecha uragnu kolayom, pour toi, on est prêt à donner notre vie à longueur de temps. On a toujours été tués pour toi. Ça ressemble aussi à la colombe qui arrive à donner sa vie pour. Ouais. Ensuite, la colombe, c'est l'animal le plus pourchassé, parce qu'ils n'ont rien pour se défendre, et attaqués par tout le monde. C'est aussi les Bnei Israël qui sont rejetés de tous les côtés. Bon, ça fait des tas de raisons, il y en a certainement encore d'autres, peut-être passer la paix, peut-être aussi, qui fait que la colombe, elle traduit le peuple juif. Et ce que je suis étonné, c'est que tout d'un coup, ces Koutis, eux, ils adoraient une colombe. Oui. Et Tosot, il met ça en relation avec ce qu'ils ont pillé là-bas dans la ville de Shrem. Je pense que le pshat, il est suivant. Yaakov Avinu, c'est un immense sadique et c'est rien de le dire. Mais Yaakov Avinu, il a toujours eu une volonté de paix. Quand il a affronté Esav, il s'est prosterné devant Esav. Il n'a pas voulu affronter Esav. En vérité, le Zohar, il dit qu'il était plus fort que Esav et que Esav avait très peur, avait plus peur de Yaakov que Yaakov de Esav. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il s'est prosterné devant lui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov, il a dit, on ne peut pas faire avancer les choses par la force. On ne peut pas utiliser la force au service du droit. C'est pas avec ça qu'on a quelque chose. Si aujourd'hui, moi, Yaakov, je frappe Esav, demain, Esav, il va me frapper. Et on ne termine pas. Le jour où l'un, il est fort, il frappe l'autre, et inversement. Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, ça veut dire qu'il a accepté de mettre de côté ses armes pour essayer d'émouvoir Esav, d'obtenir quelque chose d'Esav, de se rapprocher d'Esav. Oui, vous voyez, Yaakov, il refuse d'utiliser la force pour établir son droit. De la même façon ici, dans l'histoire de Shrem, le Ramban, il explique que pourquoi Yaakov, il était tellement fâché dans l'histoire de Shrem. Mais quand ils ont dit, on a proposé de faire la Mila aux habitants de Shrem, Yaakov, il était là, il n'a rien dit. Alors Ramban, il dit, alors pourquoi il était tellement fâché? Parce que lui, il pensait que l'idée, elle était effectivement très bonne, d'affaiblir les gens de Shrem et de profiter de ce qu'ils sont affaiblis par l'opération de la Mila pour aller récupérer Dina. Mais chas de shalom d'aller massacrer les gens. Parce que dans ces gens-là, il y avait des gens qui étaient bien, il y avait des gens qui étaient convaincus que c'est bien de se rapprocher des Juifs et qui ont accepté de faire la Mila pour se rapprocher des Juifs. Yaakov, il voyait là-dedans qu'il y avait peut-être des neshamot à récupérer. Yaakov, il voulait pas qu'on règle ce problème par les armes.
Il fallait faire la Mila pour récupérer leur fille, leur sœur, oui. Mais jamais par la force de faire avancer. Yaakov, il veut pas la force. Yaakov, il veut que le monde y progresse parce que les gens, ils comprennent, ils avancent, ils se raisonnent, ils décident de quelque chose. C'est que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Et cette façon de faire, c'est une façon que l'on trouve chez Yosef, qui est toujours positif dans sa façon de faire. Il nourrit le monde, il apporte quelque chose de positif au monde, en restant un bon juif, mais au moins sur le plan des midotes, hein, et c'est le côté que Yosef il a. Et les autres frères, ça a été... Pourquoi est-ce que Yaakov était tellement fâché jusqu'au bout? Il a maudit là presque, au moins la colère de Shimon et de Lévi. Il dit, vous êtes des brutes, vous êtes comme les Hamas, Hamas, vous êtes des Esav, vous prenez l'épée comme si vous êtes des goïms. Comment est-ce que vous faites des choses pareilles? Moi, je ne m'identifie pas à vous, je vous rejette, je suis fâché contre vous. Pourquoi? Parce que cette façon de réagir, c'est comme si les Bnei Israël, tout d'un coup, ils veulent devenir des Esav. Ils veulent conquérir le monde par la force. Et ça, c'est une chose que Yosef il traduit, et que Yaakov, c'est ça ce qu'il veut. Et c'est ça ce qu'il soit Yosef. Quand il dit à Yosef, c'est toi le premier, c'est pas parce qu'il préfère, peut-être il le préfère, j'en sais rien, Yosef, mais parce qu'il pense que le seul qui peut traduire la façon dont les Juifs doivent rentrer dans le monde, c'est des gens qui restent des bons, qui restent des gens qui sont bons, qui ont des midotes, qui ont du bitachon, qui ont confiance dans Hachem et qui rapprochent, qui donnent un bon exemple des Juifs. C'est que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Et comme toi, Yosef, tu as été celui qui était en Égypte comme premier, tout seul, abandonné, tu es resté comme ça, incroyable, et bien c'est toi qui as le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire le droit d'aînesse? Le droit de Shrem, le droit d'être celui qui fait les choses en premier. C'est toi qui ouvre la voie. C'est toi qui construis l'histoire, parce que toi, tu construis l'histoire d'une façon positive. Alors que quand c'est les frères, c'est des brutes, c'est Tsahal. Vous comprenez, c'est des gens qui comprennent seulement que c'est un rapport de force d'écraser les autres et de les... de ne pas... Je ne fais pas de politique sur la façon dont il faut agir avec les Arabes. Hein? Je ne fais pas ça. Mais je dis cette façon de glorifier les armes. C'est ça, je pense que les Koutim, ils avaient cela. Ils se prétendaient ressembler à la colombe. Ils prétendent qu'ils ont une image juive, et après ils font du pillage et trucs, ils emportent les choses comme des vrais Esav. Ils s'oublient. Ils ne sont pas capables, les gens de chez Yuda, Shimon Lévi, ils ne sont pas capables de faire la guerre et de rester des gens propres, et de rester des gens juifs. Vous voyez? C'est ça, il me semble, le pshat ici. Quand Yaakov, il dit, c'est toi que j'ai choisi, c'est à toi que j'ai fait les habits royaux, c'est les habits Kélim d'Adam Arishon, que lorsque dans l'histoire juive, on aura des moyens, on aura du pouvoir, ce pouvoir, il doit être fait par Yosef. Oui, le sens, la raison d'être, c'est Yuda. Parce que Yuda, c'est celui qu'on envoie pour étudier en Égypte, c'est celui qui est le vrai juif. Mais c'est le vrai juif, mais qui doit connaître sa place. Et il ne faut pas, et ça sera ça le Mashiach, le Mashiach, ça sera que Yosef aura compris que c'est grâce à lui que l'histoire elle a pu arriver, et de comprendre aussi, mais ce n'est pas lui qui fait tout le boulot. Il y a les vrais juifs, ceux qui sont restés dans la Torah, c'est eux qui vont être le vrai Mashiach. Mais lui, c'est grâce à lui. Donc vous voyez cette opposition qu'il y a entre deux royaumes, chacun étant jaloux de l'autre, chacun en train de frapper l'autre, en disant « je suis le meilleur », c'est une erreur monstrueuse. C'est une erreur monstrueuse de l'histoire et qui se résolvera avec le Mashiach. Et c'est ça ce que Yosef la Shrem, oui, la ville de Shrem, l'attitude de Shrem. Maintenant, ce n'est pas le problème. Et c'est vraiment la ville de Shrem à cet endroit où il se trouve. Ou bien ça va aller comme ville refuge pour les Lévites. C'est plus du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est Bigdei Adam Arishon, la façon d'intervenir au monde, ça doit être sous la façon de Yosef. Et si c'est les autres qui le prennent, ça donne du carnage. Alors ça s'imagine que c'est une colombe. Ils s'imaginent qu'ils sont représentants du peuple juif, mais ce n'est pas pour là qu'ils sont. Eux, ils doivent continuer à étudier et à approfondir et à voir les valeurs de vraie Torah, oui, parce que c'est eux qui, à la fin, ils auront le dernier mot.